Saviez-vous que plus d'un salarié européen sur deux a déjà accepté une situation qu'il jugeait injuste au travail simplement pour éviter des problèmes ou préserver son poste? C'est ce que révèle une étude de Eurofound en 2023. Derrière les beaux discours sur la liberté au travail, liberté de choix, de décision, d'autonomie, se cache souvent une réalité bien différente. Des injonctions implicites à la soumission, à l'obéissance silencieuse. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ce paradoxe. Comment se fait-il que dans un monde qui glorifie la liberté individuelle, beaucoup d'entre nous acceptent des situations inacceptables au travail? Pourquoi tolérons-nous parfois des pressions, des injustices ou des schémas de domination comme si c'était normal? Et vous, avez-vous déjà fermé les yeux sur une situation injuste ou pesante au travail parce que vous pensiez ne pas avoir le choix? Le travail est présenté comme un outil d'émancipation, un moyen de progresser, de choisir sa vie, de réaliser ses ambitions. Mais dans la réalité, il peut aussi devenir un espace de reproduction de rapports de domination. Des relations verticales, rigides, des comportements abusifs, une culture du silence ou de la peur qui enferment. Pierre Bourdieu expliquait déjà que la domination ne passe pas seulement par la contrainte directe, mais par l'intériorisation des normes sociales. Autrement dit, on finit par trouver normal de supporter des choses inacceptables parce que tout autour de nous contribue à les légitimer. Michel Foucault a parlé de ce pouvoir diffus, invisible, qui circule dans les institutions, dans les discours, dans les pratiques quotidiennes. Ce pouvoir ne vient pas uniquement d'en haut, il se reproduit aussi dans nos comportements à tous. Et c'est là que réside sa force. Nous participons souvent, sans nous en rendre compte, à ce qui nous enferme. Et puis, il y a une autre réalité, économique cette fois. Quand on est dans une situation de précarité, quand il faut remplir le frigo et payer le loyer, la liberté de choix est très relative. L'Organisation internationale du travail souligne que les travailleurs les plus précaires sont aussi ceux qui subissent le plus d'abus et disposent du moins de leviers pour réagir. Pensez à cette mère solo qui se bat chaque mois pour arriver à la fin du mois. On pourrait lui dire « tu n'as qu'à changer de travail ». Mais comment fait-elle? Entre la fatigue, la peur de ne pas en retrouver et les charges à assumer, elle est piégée dans une équation invisible. Ce n'est pas une question de volonté, mais de structure. À cela s'ajoutent des mécanismes psychologiques puissants. Albert Bandura a étudié ce qu'il appelle l'auto-justification. Pour survivre dans un contexte contraignant, nous développons des récits qui nous font tolérer des situations qui autrement nous sembleraient inacceptables. C'est comme ça dans toutes les boîtes. Je n'ai pas le choix. Je dois tenir. Christophe Dejour, dans sa psychodynamique du travail, explique que beaucoup d'individus finissent par intérioriser les normes de performance, au point de collaborer eux-mêmes à leur propre épuisement. C'est ce qu'il appelle la souffrance éthique. Quand ce qu'on vit au travail contredit profondément ce qu'on croit juste, mais qu'on se tait. Il faut aussi parler alors des valeurs de l'entreprise. Dans une organisation guidée uniquement par la productivité, la rentabilité, l'humain devient secondaire. On a le droit de s'exprimer, tant qu'on reste dans les limites fixées par le système. À l'inverse, une entreprise fondée sur des valeurs humanistes permet davantage de véritable autonomie. Le libre arbitre n'est pas une illusion, il devient réel. Mais alors, comment reprendre du pouvoir sur ces mécanismes silencieux? La première étape, c'est de prendre conscience. Reconnaître que certaines situations ne sont pas normales, mais normalisées. Identifier les moments où on renonce à notre libre arbitre par peur de perdre quelque chose. Un poste, une sécurité, une image, de la reconnaissance. La deuxième étape, c'est de distinguer la liberté réelle de la liberté illusoire. La liberté réelle, c'est pouvoir faire un choix sans menace implicite. La liberté illusoire, c'est devoir choisir entre subir et tout perdre. La troisième étape, c'est de renforcer notre pouvoir d'agir. Cela passe par la reconnexion à nos valeurs personnelles. Qu'est-ce que je crois juste? Qu'est-ce que je ne veux plus tolérer? Quelles petites limites puis-je poser, même discrètement? Ce sont parfois ces micro-gestes qui ouvrent des brèches dans la logique de soumission. La quatrième étape, enfin, c'est le collectif. Le pouvoir diffus fonctionne parce qu'il isole. À l'inverse, le soutien, les alliances, les espaces de parole partagés redonnent de la puissance d'agir. Ce n'est pas un hasard si les organisations qui favorisent la coopération sont aussi celles qui résistent le mieux aux crises humaines. Enfin, une cinquième étape, changer les structures. C'est un enjeu de société. Des politiques de reconversion accessibles, une vraie protection sociale, des entreprises qui reconnaissent la valeur de l'humain.
tout cela réduit mécaniquement la précarité et les logiques de domination. Selon l'Organisation de coopération et de développement économique, les pays qui investissent dans les transitions professionnelles ont moins de turnover, moins de burn-out et une meilleure cohésion sociale. Et c'est ici que je veux introduire une pensée qui me tient vraiment à cœur, celle de Paulo Freire. Dans La pédagogie des opprimés, en 1968, Paulo Freire affirme que la connaissance est une porte d'émancipation, que comprendre les mécanismes d'oppression est le premier pas pour ne plus les subir, que prendre conscience, ce n'est pas se plaindre, c'est se libérer. Paulo Freire disait « Personne n'éduque autrui, personne ne s'éduque seul, les hommes s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde. » Et c'est exactement ce dont il s'agit ici. Le changement ne repose pas uniquement sur l'individu isolé, mais sur une conscience collective en construction. Accepter l'inacceptable au travail n'est pas un signe de faiblesse individuelle. C'est souvent une réponse à un système plus grand que soi. Mais quand la conscience s'éveille, la marge de manœuvre s'élargit. Le véritable changement passe par 2 leviers. La lucidité individuelle, celle qui nous fait reconnaître les mécanismes, et la transformation collective qui redessine les règles du jeu. Parce que la liberté n'est pas une idée abstraite, c'est une condition qui se construit ensemble. Je suis Alexandra, facilitatrice en transformation personnelle et professionnelle, et ma conviction est simple. Nous avons le pouvoir de redonner du sens, de la dignité et de la liberté réelle à nos vies professionnelles. Pas seuls, ensemble. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à très bientôt.